Imaginez avoir 22 ans, être au seuil de la célébrité, fou amoureux d'une femme qui comprenait chacune de vos notes. Et puis, en un instant brutal, tout s'effondre. Le 12 août 1965, la vie de Serge Lama a basculé à jamais. Ce soir-là, près d'Aix-en-Provence, il monte dans une voiture avec deux êtres qui comptaient plus que tout pour lui. Ce qui s'est produit ensuite n'a pas seulement ôté des vies, cela a anéanti un avenir. Son monde s'est renversé. Ce qui a suivi n'était pas seulement une convalescence, c'était des décennies à vivre avec la douleur, la culpabilité et des cicatrices invisibles. Chaque pas en avant portait le poids de ce qui avait été perdu. Et aujourd'hui, à 82 ans, après une vie de silence et de chansons qui murmuraient la vérité, Serge Lama admet enfin ce que beaucoup soupçonnaient. C'est l'accident qui m'a abattu. Il n'avait que 22 ans. Jeune, ambitieux, magnétique. Serge Lama, étoile montante de la chanson française, commençait à briller. Après des années de galères dans les cabarets et de petits spectacles dans les clubs enfumés de Paris, il perçait enfin. En tournée à travers la France en première partie de Marcel Amont, véritable idole du moment, Lama vivait son rêve. Mais le destin, comme souvent, en avait décidé autrement. Le 12 août 1965, ce rêve s'est brisé, violemment, sans préavis. La tournée l'avait mené près d'Aix-en-Provence. Ce soir-là, il monta dans une voiture avec deux êtres chers à son cœur, sa fiancée, la brillante pianiste Liliane Benelli, et Jean-Claude Grenassia, son régisseur et frère cadet du chanteur Enrico Macias. Au volant, Jean-Claude lui-même, à peine majeur, fraîchement titulaire du permis et sous pression énorme. Il gérait deux tournées à la fois et roulait à vive allure sur des routes inconnues. Dès le départ, Lama ressent un étrange pressentiment, un malaise sourd. Il observe la conduite nerveuse de Jean-Claude, les dépassements dangereux, les virages serrés, et ne peut se défaire de l'idée qu'un drame approche. « Je le sentais depuis le début », dira-t-il plus tard. « Je me disais, un jour, il va se passer quelque chose. » Et c'est arrivé. La voiture quitte la route et percute un platane, puis un autre, et encore un autre. Au total, 8 platanes sont percutés en série. Un enchaînement d'une violence extrême. Le véhicule est méconnaissable. Jean-Claude est tué sur le coup. Liliane aussi. Serge Lama est le seul survivant. Éjecté de la voiture, étendu sur le bitume, le corps brisé, Lama lève les yeux vers le ciel nocturne. Il se souvient des étoiles, d'une clarté presque irréelle après l'impact. « Je croyais être Saint-Exupéry », racontera-t-il, en référence à l'auteur aviateur du Petit Prince. Quand on m'a soulevé pour me mettre dans l'ambulance, je me suis dit, voilà, je le savais. Mais l'horreur ne faisait que commencer. À l'hôpital, en reprenant connaissance, Lama découvre toute l'ampleur du drame. L'amour de sa vie, Liliane, est morte. Pianiste de talent rare, elle avait accompagné Barbara avant de rencontrer Serge. Elle était lumineuse, libre, surdouée, et elle l'aimait profondément. Leur amour était fusionnel, intense, digne d'un roman. Et maintenant, elle n'était plus là. Alitée sous morphine, Lama ne faisait que hurler son prénom dans la nuit. Encore, encore, comme pour la ramener. Elle est toujours avec moi, confiera-t-il plus tard. Tant de chansons que j'ai écrites, sans m'en rendre compte, c'était pour elle. Physiquement, Lama a survécu. Mais à quel prix? Son corps est détruit. Il passe presque une année entière à l'hôpital, subit 14 opérations majeures. Son pied gauche est paralysé, sa jambe droite, surchargée, s'use prématurément. Son bassin se détériore, et la douleur, constante, devient son ombre. « Je ne suis pas droit », dira-t-il crûment en 2021. « Mon pied gauche est mort, ma jambe droite est épuisée, mon dos me lâche. Et la douleur, elle est partout, incessante, insupportable. Il ne courra plus jamais. Marcher devient un calvaire. Son pas est déséquilibré,
Sur scène, sa jambe plie parfois sous lui. C'est arrivé plusieurs fois, confesse-t-il. Il y a des soirs où je me dis « Ça y est, je vais tomber devant tout le monde ». Et cette peur, elle ne vous quitte jamais. Mais les blessures les plus profondes ne sont pas physiques. Elles sont dans le cœur. Lama est le seul survivant. Et cette question lancinante « Pourquoi moi ?» Il n'y a pas de raison, a-t-il un jour lâché. On sort vivant de ce genre de choses, et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi toi? Pourquoi pas eux? Et tu portes ça toute ta vie. Et il l'a porté, pendant des décennies, à travers les disques, les tournées, les ovations, à travers les amours, les ruptures, les victoires. L'accident est resté une plaie ouverte, mais aussi une source, une énergie émotionnelle brute qui a nourri son œuvre d'une profondeur rare. Un des premiers médecins, après le coma, lui a dit sans détour « Vous ne marcherez probablement plus jamais. Il va falloir penser à un autre métier. » La réponse de Lama, un défi. « Écoutez-moi bien, docteur. Non seulement je remarcherai, mais vous verrez mon nom en lettres rouges à l'Olympia. » Et il a eu raison. À force de volonté et de rééducation, il a retrouvé la station debout. Pas sans douleur, pas parfaitement, mais suffisamment. Suffisamment pour tenir, pour chanter, pour honorer la promesse faite à lui-même. Il est remonté sur scène, et là, sous les projecteurs, le miracle a opéré. Étrangement, dira-t-il, l'accident m'a relevé, comme s'il m'avait attrapé sous les bras pour me dire « Debout, tu n'as pas fini ». La scène est devenue son refuge, son exutoire. Là, il pouvait être un autre, un homme sans douleur, un homme entier. Sur scène, je suis un autre, confiait-il avec un sourire. Et s'oublier, c'est le meilleur des remèdes. Pour ses fans, sa voix ne chantait pas seulement des notes. Elle portait l'expérience, la souffrance, la vie. La chanson Sans toi, sortie en 1969, était une plaie mise en musique, un adieu douloureux à Liliane. Mais c'est « Je suis malade » en 1973 qui deviendra son hymne, un cri de détresse, une confession de fragilité. Beaucoup ignoraient en l'histoire, mais tous ressentèrent la vérité. L'honnêteté tremblante, la douleur brute. Serge Lama n'avait pas besoin d'expliquer. Sa carrière entière était un témoignage. Son œuvre regorge de chagrin, de passion, de perte et de résilience, car il les a vécus. Chaque note portait le poids de ce qu'il avait traversé. « Je pense que cet accident m'a tout pris », dira-t-il un jour, « mais il m'a rendu plus humain. » Mission accomplie. En octobre 2022, Serge Lama a offert ce qu'il a qualifié de dernier cadeau au public. Aimer. Un titre choisi avec soin. Aimer, verbe essentiel, total, résumait tout ce que Lama avait chanté tout au long de sa vie. L'amour sous toutes ses formes. L'amour passionné, perdu, sacré, destructeur, salvateur. L'album comprenait 13 titres inédits, écrits et enregistrés comme une lettre d'adieu, non seulement à ses fans, mais aussi à sa propre traversée, celle d'un homme blessé, d'un artiste résilient, d'un poète hanté par les absents. « J'ai mis dans cet album tout ce qu'il me restait dans le cœur », a-t-il confié à France Info. « C'est ma manière de dire au revoir. » Il sentait la fin approcher, physiquement, artistiquement. L'usure des décennies passées sur scène, ajoutée aux séquelles de l'accident de 1965, le rattrapait inexorablement. Et cette fois, il ne pouvait plus le cacher. « Je ne suis plus l'homme que j'étais », avouait-il. « Et je refuse que mon public me voie m'effondrer. » Ce choix, il ne l'a pas pris à la légère. Presque 60 ans de carrière, plus de 24 albums studio, 9 enregistrements live, des centaines de concerts. Sa voix avait vieilli avec noblesse, mais son corps, lui, lâchait. Son pied gauche était resté paralysé. Sa jambe droite, surmenée, faiblissait. Son bassin s'effondrait. Et la douleur, constante, invalidante, était devenue son quotidien.
Dans une interview accordée aux Parisiens, Lama évoquait cette souffrance avec une lucidité désarmante. « Ma jambe droite est épuisée, mon bassin s'affaisse et j'ai mal partout. Les anciennes blessures sont revenues avec violence. Je suis arrivé à une fatigue qu'on ne peut pas décrire. » Et pourtant, renoncer à la scène était une idée vertigineuse. Car elle avait toujours été son abri, son sanctuaire. Sur scène, l'homme qui boitait en coulisses se transformait en un poète inébranlable. Aimer n'était pas un adieu amer. C'était une offrande pleine de tendresse, de poésie, d'immense gratitude. Les textes parlaient de mémoire, de transmission, de la fragilité du temps qui passe. Chaque chanson ressemblait à une dernière étreinte entre l'artiste et son public fidèle, compagnon de ses joies et de ses tragédies. La voix de Lama, marquée par le temps, portait encore cette intensité unique, chargée d'âme, adoucie par l'expérience. La critique salua l'album pour sa sincérité, sa maturité, son courage. Aucune tentative de masquer l'âge ou la douleur. Au contraire, Lama les embrassait pleinement. Dans des titres comme Les choses de rien ou Ma vie, il méditait sur le temps qui s'efface, les bonheurs vécus, les blessures jamais refermées et la paix qu'il espérait enfin atteindre. Il ne cherchait pas les hits. Il ne courait pas après la nostalgie. Aimer était un point final. Et surtout, un acte de respect. Pour lui-même, pour son corps, et pour ce public qu'il avait aimé depuis les années 60. « Je ne voulais pas devenir une caricature de moi-même », confiait-il. « Je ne voulais pas qu'on m'applaudisse par pitié. » À 80 ans, Serge Lama a quitté la scène. Non pas brisé, non pas vaincu, mais debout, fier. Ce n'était pas une retraite. C'était une révérence, une dernière, après une représentation qui avait duré toute une vie. Pour lui, dire adieu à la musique ne signifiait pas renoncer au sens. C'était un geste de dignité. L'ultime acte d'un homme qui avait traversé le feu et trouvé malgré tout la force de chanter. Il n'avait plus besoin de scène pour exister. Il avait déjà tout dit. « L'homme est fatigué, mais l'âme est en paix », soufflait-il dans ses dernières interviews. Après Liliane, il avait appris à aimer dans le silence et à survivre en morceaux. Après le déchirement causé par la perte de Liliane Benelli, Serge Lama n'a cessé de chercher, pas seulement l'amour, mais quelque chose qui rendrait la douleur supportable, qui adoucirait le silence devenu cruel. Sorti lentement de l'abîme laissé par la disparition de Liliane, il rencontra Michel Potier, celle qui allait devenir la compagne la plus fidèle de sa vie, et peut-être son plus grand paradoxe affectif. Leur rencontre eut lieu en 1969, à Chamonix, par l'intermédiaire d'un ami commun. À l'époque, Michel était mariée, mère d'un enfant, et travaillait comme assistante de Lama. Mais dès le premier regard, il sentit quelque chose basculer. « Je suis tombé amoureux d'elle immédiatement », confiera-t-il plus tard à Paris Match. Elle était son opposée, réservée, discrète, presque invisible aux yeux du public. Et c'était peut-être précisément ce dont il avait besoin. Leur lien fut immédiat, mais leur histoire débuta en secret. Michel retourna un temps auprès de son mari, mais Lama, incapable de couper les ponts, resta présent. Finalement, elle quitta son foyer et revint vers lui. Et pourtant, même une fois réunis, ils ne vécurent jamais sous le même toit. Ce choix n'était pas dicté par une incompatibilité, mais par une profonde compréhension mutuelle. Nous n'avons jamais vécu ensemble. Michel était devenue ma confidente. L'amour s'était transformé en amitié, en une grande loyauté, expliqua-t-il des années plus tard. Cette relation peu conventionnelle dura plusieurs décennies. En 1981, leur fils Frédéric naquit, l'unique enfant de Serge Lama. Mais sa naissance fut tenue secrète pendant près de 2 ans. Lama, déjà échaudé par l'intrusion médiatique, voulait le protéger. Le monde découvrit l'existence de Frédéric en couverture du magazine VSD. En 1983, Lama avait un secret. À ce moment-là,
Michel vivait en semi-retraite en Corse, tandis que Serge enchaînait les tournées. Leur vie fut morcelée, séparée par la géographie, la célébrité et les voyages constants de Lama. Ils ne se marièrent qu'en 1991, 20 ans après le début de leur relation. Leur amour avait alors pris une forme singulière mais durable, une affection fondée sur la routine et la loyauté, plus que sur la passion. Pourtant, dans l'intimité, Lama admit avoir lutté contre l'infidélité. « Dans ma vie, j'ai été infidèle. C'était plus fort que moi. Les femmes étaient plus fortes que moi », confia-t-il sans détour sur RTL. Il ne cherchait pas à se justifier. Il reconnaissait simplement. Michel savait. Elle acceptait. Ils avaient une entente tacite, un modus vivendi, comme il l'appelait. Elle resta Madame Lama aux yeux du monde. Mais elle fut aussi cette femme de l'ombre, silencieuse et constante, tandis qu'il vivait la gloire, les tentations et les contradictions. Et pourtant, il ne cessa jamais de ressentir de la culpabilité. « Je regrette de l'avoir rendue triste », déclara-t-il en 2022, plusieurs années après sa mort. Il reconnut qu'elle était restée à ses côtés malgré tout, mais qu'elle avait porté une douleur qu'il n'avait jamais pu réparer. Il parlait souvent d'elle comme de celle qui lui avait offert une stabilité qu'il n'avait peut-être pas méritée. Michel mourut en 2016, victime d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 71 ans. Bien qu'ils aient vécu à distance durant une grande partie de leur relation, ils ne divorcèrent jamais. Elle mourut en portant encore son nom. Sa disparition bouleversa Lama, non seulement parce qu'il perdait une compagne de 45 ans, mais aussi parce que tant de choses étaient restées tues, tant d'excuses jamais formulées. « Ce n'était pas une passion de cinéma, » dira-t-il un jour, mais c'était un amour solide qui avait résisté à toutes les tempêtes. Et dans le calme douloureux de l'après, Serge Lama avouera plus tard « Ce n'est qu'après sa mort qu'il comprit vraiment la profondeur de ce qu'il avait partagé avec Michel. » Puis vint Luana Santonino, un nom que personne n'aurait imaginé aux côtés de Serge Lama, et pourtant, peut-être celui qui donna à sa vie sa dernière symétrie. Luana avait 35 ans de moins que lui. Enseignante d'éducation physique née en Suisse, sportive, intellectuelle, étrangère au monde de la chanson française, que Lama avait dominé pendant des décennies. Quand ils se rencontrèrent en 2002, elle n'était ni groupie ni admiratrice. En réalité, elle connaissait à peine sa musique. Mais un jour, en conduisant en Suisse, elle entendit sa voix à la radio. Et quelque chose la transperça. « C'était comme si j'étais entrée dans la radio », confiera-t-elle plus tard. Elle se rangea sur le bas-côté et pensa « Cet homme a quelque chose à dire ». Elle ignorait son nom. Mais elle savait qu'elle devait le rencontrer. Le destin, ou quelque chose de plus fort, s'en mêla. Quelques semaines plus tard, Lama se produisait à Divonne-les-Bains, à seulement 20 km de chez Luana. Elle assista au concert et attendit à la séance de dédicace. Mais elle ne demanda pas d'autographe. Elle lui tendit un simple mot. « La vie est un coffre plein de secrets. Ne perds jamais la clé. » Quelque chose en elle le marqua. Son visage, ses mots, son énergie. 6 mois plus tard, elle assista à un autre concert. Il la remarqua immédiatement depuis la scène et, à sa propre surprise, se souvint d'elle. « Je suis sans doute l'artiste français qui a le plus tourné. Avec tous les visages croisés, comment ai-je pu m'arrêter sur celui de cette fille vue des mois plus tôt ?» dira-t-il un jour. Il l'invita à dîner. À l'époque, Serge Lama était encore marié à Michel Potier. Mais leur mariage s'était depuis longtemps transformé en complicité. « Notre histoire de corps était terminée », admit Lama. Michel connaissait Luana. Il lui raconta tout. Et, dans un geste éloquent, Michel accueillit Luana, non pas comme une rivale, mais comme une alliée. Avec le temps, elle lui dit « Tu fais partie de la famille ». Pourtant, pendant des années, leur relation resta secrète. Serge craignait d'être scruté. Un artiste célèbre d'une 60aine d'années, amoureux d'une femme d'une 20aine d'années. Mais leur lien était réel.
Au début, Luana restait en Suisse, enseignant la semaine et faisant la navette avec Paris le week-end. Au bout de 2 ans, j'étais tellement épuisé par tous ces allers-retours que j'étais devenue transparente, se souvient-elle. Lama insista. « Tu vas venir t'installer à Paris et travailler pour moi. » Elle rejoignit donc son équipe comme assistante. Personne ne le savait. En coulisses, Luana l'aidait à organiser ses tournées, à gérer ses emplois du temps et, lentement et délicatement, à façonner sa vie. Elle était à la fois manager, muse et refuge secret. Son respect pour le lien qui unissait Serge à Michel ne s'est jamais démenti. Même lorsque Michel leur rendait visite, Luana se tenait dans l'ombre, sans jamais s'imposer, sans jamais exiger. Comme elle le dira plus tard, « J'étais à l'ombre d'un grand soleil ». En 2011, Lama lui demanda de devenir officiellement son manager. Elle était terrifiée. Et si elle faisait une erreur, et si cela le ruinait? Puis, en 2020, après près de 2 décennies de vie commune, Lama posa une question différente, nonchalamment lors d'un appel téléphonique à une amie, en présence de Luana. « Et si j'épousais Lou, tu penses ?» Elle était stupéfaite, mais c'était logique. À ce moment-là, Michel était décédé. Frédéric, le fils de Lama, avait donné sa bénédiction. La famille de Luana l'adorait. Ils avaient passé des vacances ensemble, et Lama savait la vérité. « Je ne sais pas quand je vais partir. Puis-je quitter cette femme comme ça, sans lui donner mon nom? » Non, ce n'était pas possible. Luana Santonino était censée s'appeler Lama. Ils se sont mariés le 11 février 2021, jour de son 78e anniversaire et de sa première apparition sur scène. La cérémonie était présidée par Rachida Dati, maire du 7e arrondissement. Intime, émouvante et discrètement provocante, Lama portait un costume et des baskets. Luana était en blanc. Et pour la cérémonie religieuse qui a suivi, l'artiste lyrique Vincent Niclot a chanté « l'Ave Maria ». Aujourd'hui, Lama porte 2 alliances. À sa main droite, Michel. À sa gauche, Luana. 2 vies, 2 héritages. Et il insiste sur leur coexistence. « C'est important pour nous que Michel reste présente dans nos vies », a-t-il dit. Et Luana acquiesce. Leur maison est imprégnée de poésie et de routine. Chaque matin, Serge lui écrit un poème d'amour. Elle prépare minestrone et desserts italiens. Il rit. Ils se disputent. Il lui dit, même lorsqu'elle est à ses côtés, « Tu me manques ». Il la regarde avancer dans la vie et murmure, « Reçois, arrête de chercher à tout comprendre, reçois ». Luana est devenue plus qu'une amante. Elle est sa paix. « C'est un punching ball », dit-elle de Serge. Il a été frappé, et je pense que c'est ce qui m'a attiré vers lui. Le désir de le guérir. Il lui a donné un but, et en retour, elle lui a offert une seconde jeunesse. En public, il l'appelle « mon dernier amour » et le seul amour bâti sur des fondations solides. En privé, elle est son miroir, sa protectrice, son échappatoire. Maintenant, leurs familles ne font plus qu'une. Frédéric a une fille, et Luana est sa marraine. Ils passent les vacances ensemble, comme si l'histoire s'était réécrite en quelque chose de plus doux. Et lorsqu'on lui demande ce que ressent ce chapitre de sa vie, Lama répond simplement « C'est une grâce ». Ce n'était pas seulement un accident de voiture, c'était un avant et un après. À 22 ans, Serge Lama a perdu la femme qu'il aimait, l'homme qu'il était et la vie qu'il aurait pu avoir. Aujourd'hui, à 82 ans, il admet enfin la vérité. Chaque fois qu'il a chanté toute la nuit. Il a vécu, mais est-il vraiment revenu? Au cours des années qui ont suivi, il a tenté de se reconstruire à travers des amours compliqués, des loyautés discrètes et une relation longtemps cachée qui allait devenir son dernier refuge. Dites-nous ce que vous en pensez. La musique l'a-t-elle sauvé ou l'a-t-elle emprisonné dans ce moment? Aimez, commentez et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de survie, de chagrin et d'héritage.